Finalement, aujourd'hui, on voulait vous partager un retour d'expérience sur un déploiement à grande échelle que la FDJ a opéré de Dataiku et sur le type de challenge en fait, qu'on rencontre souvent d'expériences sur ce type de déploiement qui viennent forcément poser un certain nombre de questions et questions sur lesquelles, au fil du temps, on s'est fait des convictions sur ce qui nous semble être la bonne façon de les adresser, sur ce qui fait que ça va bien se passer. Alors, challenge en question, il y a 3 points qui reviennent systématiquement quand on opère ce type de déploiement. Il y a une question liée au change et à l'adoption. À partir du moment où on va adresser une population large, une population variée, avec des habitudes très différentes, il va falloir s'assurer de leur apporter le bon niveau de garantie pour que tout se passe bien pour eux et que ça soit une expérience agréable. Il y a une question technologique, systématique. Évidemment, Dataiku, c'est un composant au sein d'une plateforme data plus large. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de concevoir une plateforme qui fasse sens? Et puis, évidemment, il y a une question sécu, gouvernance, qui revient en général. Dès l'instant où on va manipuler de la donnée plus ou moins critique, on va vouloir pouvoir s'assurer d'avoir des niveaux de garantie pour pouvoir manipuler ce type de données. Avant de rentrer dans le dur et de regarder tout ça, peut-être prendre un petit peu de recul et peut-être que Benjamin, tu peux nous expliquer pourquoi déjà, de prime abord, pourquoi Dataiku, pourquoi cette initiative de modernisation de la data Tout à platform. fait. Donc c'est une initiative qui remonte en 2023. Globalement, on s'est posé la question on avait un écosystème avec un énorme data warehouse, un écosystème Hadoop assez vieillissant, et on s'est posé la question de comment on allait remplacer notre écosystème, notamment Hadoop, vers une solution plus, on va dire, ready to cloud, parce qu'on voyait bien que le cloud arrivait, on était encore sur des technologies complètement on-premise. On cherchait un outillage assez flexible, dans le sens où l'entreprise a racheté énormément de sociétés, on avait un SI qui évoluait fortement, donc on avait pas mal de contraintes sur le fait de pouvoir se raccorder à tout un tas de systèmes de façon un peu flexible. Et puis, on le verra aussi, mais on cherchait aussi à avoir quelque chose de très centré sur le déploiement automatisé et sur le contrôle des cas d'usage qu'on allait déployer sur nos plateformes. Cas d'usage notamment IA générative. Sur la partie des cas d'usage d'IA, justement, on avait une problématique, c'est que toutes les équipes au sein de la FDJ travaillaient de façon un peu différente sur les différents outils. Donc on avait du R, du Python, du Spark, et tout ça, il fallait l'industrialiser. C'était un peu complexe, donc il y avait un challenge aussi de mettre en place une solution qui soit gouvernée avec un certain nombre de normes qui permettent justement de faciliter justement le déploiement des cas d'usage, pour éviter justement, un peu comme beaucoup d'entreprises, de mettre plusieurs mois entre l'idéation, entre le moment où on conçoit un produit en mode lab et le moment où on le déploie réellement en production. Voilà, donc vraiment des usages qu'on voulait vraiment industrialiser. Et puis tout un tas de fonctionnalités. Aujourd'hui, on voulait aussi que ça apporte évidemment de la création de valeur pour nos métiers, donc vraiment de faciliter les usages, d'avoir quelque chose qui permette justement de penser au déploiement des cas d'usage dans la plateforme. Voilà, donc ça c'était vraiment les 3, on va dire, maîtres mots qui ont conduit justement au choix de la solution Dataiku. Voilà. Ok. Donc, Dataiku est choisi. Comment est-ce qu'on déploie tout ça? Et le premier challenge, effectivement, c'est amener nos utilisateurs à adopter la plateforme, faire en sorte que ce soit une expérience satisfaisante pour eux, qui les aide dans leur quotidien et qui ne soit surtout pas un frein. Et ça lève plein de questions. Et je crois qu'il y a eu tout à fait. Les plein challenges d'éléments qu'on à prendre en avait compte. étaient de plein de types. Aujourd'hui, on a une population qui est assez importante, avec des profils très variés, à la fois côté métier, mais aussi côté IT. Donc l'idée, c'était de rassembler quand même toutes les équipes autour d'une même plateforme pour faire en sorte qu'elles travaillent mieux ensemble. On avait également des pratiques assez ancrées dans les équipes IT sur du déploiement de projets entre différents environnements, donc de la dev jusqu'à la production. Donc il fallait aussi qu'on passe par ces étapes-là pour déployer nos projets de data science et pour accélérer dans ces étapes-là, avec tout un tas de mécanismes de CI/CD, des exigences très fortes sur les fonctions attendues, aussi bien d'ailleurs côté métier
sur tout ce qui est la data science d'une manière générale, mais aussi le low-code, une plateforme avec une UX, une interface assez simplifiée pour certains utilisateurs, mais qui permettent de développer de façon complète du code également. Ça, c'était plutôt côté métier, mais aussi avec des fonctionnalités qui permettent côté IT de pouvoir monitorer ce qui se passe sur la plateforme, de pouvoir faire de la data préparation, et puis pourquoi pas d'aller exposer demain des applications. Voilà. Avec aussi un challenge, c'est qu'aujourd'hui, les équipes métiers travaillent plutôt dans des modes de type lab, avec des environnements un peu dédiés, historiquement sur des applications type SaaS ou des choses comme ça. Et l'idée, c'était de dire, quand l'équipe métier développe dans son lab, eh ben, on est capable de prendre ce qu'elle a développé et de l'industrialiser plus facilement. Donc ça, c'était un vrai challenge aussi également. Et il y a un point qui me semble hyper important dans ce que tu nous montres là, c'est la variété des profils qu'on avait, avec des niveaux de maturité extrêmement variés. C'est vrai que tu parles à la fois d'utilisateurs très métiers, tu as parlé d'UX, d'interface qui simplifie la vie, des profils aussi très techniques, data scientist avec un gros niveau de technicité. Et il faut s'assurer qu'on construise une solution qui réponde en fait aux besoins de l'ensemble de ces populations-là et qui leur permette de bosser ensemble. Et ça, c'est aussi un challenge important. Alors, comment est-ce qu'on a adressé ça ? Je dirais qu'il y a vraiment deux aspects lorsqu'on veut adresser ce sujet autour de l'adoption. Il y a un aspect qui est déjà nourri par l'outillage en lui-même. De facto, on va avoir du Dataiku et ça va nous simplifier un certain nombre de choses. Bon, là, je ne vais rien vous apprendre si vous êtes utilisateur de Dataiku. Dataiku, vraie capacité de collaboration. On peut très bien avoir des utilisateurs qui, dans le projet, vont être des purs devs, qui vont aller faire du Spark, qui vont aller faire du code, et puis des utilisateurs beaucoup plus métiers, low-code, qui co-construisent ensemble un projet. Ça, c'est un message qu'il faut passer aux utilisateurs. Évidemment, il faut les amener à adopter ce mode de co-construction des projets, à les amener à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent venir collaborer ensemble sur les mêmes use cases. C'est un produit qui nous permet aussi immédiatement d'aller intégrer les pratiques qu'on avait déjà pour éviter une rupture dans les habitudes. On avait par exemple des data scientists qui ont l'habitude de bosser sur leur poste avec du VS Code. Bon, bah, évidemment, immédiatement, on s'est posé la question d'aller déployer du VS Code directement dans Dataiku pour qu'ils ne perdent pas cette habitude-là. Des data scientists qui avaient l'habitude de faire du CI/CD, de travailler avec des branches sur du Git, bah, on peut reproduire tout ça. Des besoins d'industrialisation, la plateforme le permet. Donc voilà, la plateforme, déjà, de facto, nous ouvre un certain nombre de possibilités. Mais si on se contente de ça, généralement, ça ne suffit pas. Donc, d'expérience, il y a besoin de construire autour de tout ça un emballage. Et c'est ce qu'on a fait ici. Un emballage qui est déjà, dans un premier temps, documentaire, tout simplement, sur lequel il faut commencer par écrire un certain nombre de choses. Et on a commencé à formaliser ce qu'on va appeler les frameworks, c'est-à-dire des bonnes pratiques qu'on va poser, qu'on va écrire, qu'on va documenter, des normes d'usage de la plateforme. Ça peut être des choses très simples, des règles de nommage. Ça peut être des choses beaucoup plus complexes. Quand utiliser telle ou telle facette du produit et de quelle façon. Mais en tout cas, toutes ces choses-là, on les écrit et on s'assure que ces normes soient posées pour que tout le monde puisse travailler de la même façon. On monte des parcours de formation, évidemment, pour permettre à nos utilisateurs d'onboarder sur la plateforme. Et on les accompagne en fil rouge avec la mise en place d'un coaching de proximité. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un coach qui les a accompagnés dans leur quotidien sur la plateforme. L'emballage, il n'est pas que documentaire et process, il est technique aussi, évidemment. Et donc, dans la plateforme, dès le départ, on a développé des assets. On leur propose des plugins pour simplifier la vie sur les utilisateurs les moins techniques. On propose un projet d'admin pour simplifier l'administration de la plateforme, des connecteurs custom pour certaines technos un peu atypiques. Tout cet ensemble qu'on va proposer aux utilisateurs, c'est vraiment ce qui va simplifier leur onboarding sur la plateforme. Et c'est l'occasion aussi de reposer un certain nombre de normes. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient déjà bien documentées, des process, et puis il y a des choses qui étaient plus appliquées de principe, mais qui n'avaient jamais été vraiment complètement formalisées. Ça a été l'occasion de repartir de cette réflexion-là et de se dire, OK, quelles vont être les grandes typologies de projets ? Sur chaque type de projet, quel va être le cycle de vie du projet qu'on va poser, donc les étapes qu'on doit traverser. Sur chaque phase du cycle de vie, quelles vont être les rôles et responsabilités, qui doit intervenir à quel moment, quelles vont être les bonnes pratiques qu'on doit appliquer à chaque phase pour que ça se passe bien. Et en fait, en documentant tout ça, ça permet encore une fois de normaliser les choses et d'amener des profils qui n'ont rien à voir à avoir la même méthode de travail, à collaborer ensemble et du coup à pouvoir réellement rentrer dans une logique de co-construction. Alors tout ça, ça nous permet d'avoir un emballage qui permet d'embarquer tout le monde. Ok, on est rassuré là-dessus, et non pas d'emballer tout le monde. Mais si on n'a pas une plateforme qui tient la route à côté, ça ne sert à rien. Donc on arrive au deuxième pan qui est, il faut monter quelque chose qui technologiquement fait sens. Dataiku, on le sait, ça n'a d'intérêt que lorsque c'est une brique au sein d'une plateforme plus large
et on ne veut pas que ce soit une verrue qui vive à côté, on veut que ce soit quelque chose qui soit vraiment parfaitement unifié au reste de la plateforme. Et donc ça veut dire déjà partir d'un certain nombre de prérequis ou de challenges qui vont se poser Tout à fait. sur la dimension technique. Donc on voulait vraiment mettre en place, dans le renouveau de cette plateforme data, un système de stockage un peu unifié, donc un lakehouse. Alors on ne vous a pas mis de slide d'architecture, mais on vous épargne ça. Mais vous pourrez reprendre les slides de Canal+, par exemple, pour ceux qui sont assistés, c'est à peu près la même chose. Donc un système de stockage objet qui permet justement de stocker toutes nos données, donc à la fois structurées, semi-structurées, tout ce qu'on peut imaginer en termes de données. On a déployé une première version de notre data lake on-premise, mais on imaginait bien faire un shift une fois que tout ça était prêt dans la partie AWS. Donc on a commencé aussi à imaginer aussi toute cette architecture, comment la poser et l'imaginer demain dans le cloud public, pour aller notamment chercher des cas d'usage d'IA générative. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de la FDJ, aujourd'hui, la majorité des systèmes d'information communiquent via ce qu'on appelle des messages. Donc, on reçoit beaucoup de données en mode événementiel. Et quand on a des gros jackpots, type Euromillions ou des choses comme ça, on reçoit énormément de données, en fait. Et donc, d'où aussi une importance forte sur avoir des capacités de calcul qui nous permettent justement de traiter ces données-là et de pouvoir en fait aussi faire des segmentations, des scorings sur des volumes importants. Voilà. Ça, c'était vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on ne voulait pas contraindre aussi sur les moteurs d'exécution. Donc aujourd'hui, on avait le moteur historique qui était la plateforme Teradata. Mais on voulait aussi laisser la possibilité aux utilisateurs, donc les plus avancés, d'utiliser par exemple du Spark, donc du Spark sur Kubernetes, de pouvoir aussi utiliser des traitements, des moteurs d'exécution de type Python pour des traitements un peu plus simples, des choses un peu plus classiques, ou des algorithmes, ou des librairies, on va dire, moins standards. Et puis, le gros des usages, c'est évidemment la partie aussi SQL. On voulait donner la possibilité à nos métiers plutôt citizen, on va dire ça comme ça, de pouvoir requêter la donnée en mode SQL. Voilà. Vraiment, cette challenge-là, c'est ça qu'on voulait couvrir, en fait. Du coup, comment on adressait ça? Alors, on est parti d'un premier déploiement on-prem. Pourquoi on-prem? Parce que, essentiellement pour des raisons d'accès aux données, parce que déjà on avait un certain nombre de données sur des bases legacy qui étaient exposées au sein du on-premise, qui n'étaient pas forcément accessibles depuis des environnements cloud. On avait un environnement Teradata, par exemple, qu'on voulait pouvoir attaquer. Il y a des questions aussi de sécu liées aux données critiques qu'on peut manipuler. C'est des données, ça soulève des questions sur est-ce qu'on peut les mettre sur le cloud ou pas, et sous quelles conditions. Donc travailler sur l'environnement on-premise qui est déjà maîtrisé par la FDJ, ça permet de se libérer de ces questions-là. Et donc, sur cet environnement on-premise, on a commencé par déployer le data lake. Donc, comme on l'a dit, stockage fichier, on est parti sur du S3 avec du storage grid pour faire ça sur du on-premise. On voulait pouvoir avoir une approche lakehouse, donc pouvoir le requêter en SQL. Donc, on a déployé par-dessus du Starburst qui permet de requêter en SQL les fichiers qui sont sur le S3. Il fallait de la puissance de calcul, pardon. Trino, en l'occurrence. ceux qui connaissent. Il faut de la puissance de calcul pour supporter tout ça. Du cluster Kubernetes, qui va porter à la fois la partie Starburst et à la fois le compute généré par Dataiku. Et ce qui nous amène à exposer essentiellement 3-4 moteurs de calcul, comme tu l'as dit, Spark, Starburst, Python et le moteur Teradata, qu'on voulait aussi rendre directement accessible au travers d'un Dataiku. Et puis finalement, les nodes en eux-mêmes. Alors, on a une petite spécificité dans l'univers de la FDJ qui est qu'il y a l'univers de l'activité en monopole, et puis il y a l'univers de l'activité en concurrence. Et ça, c'est deux univers qui ne doivent pas pouvoir se parler. C'est deux univers qui doivent être complètement distincts. Donc on a déployé deux plateformes, une double plateforme en réalité. Donc ça nous amène à déployer 13 nodes, un déploiement assez large pour couvrir tout ça. Et puis dans un second temps, c'est poser la question d'aller ouvrir ça sur le cloud, parce que évidemment, ça ouvre plein de choses d'un point de vue fonctionnel. Pour donner qu'un seul exemple, l'accès à tout ce qui va être modèle LLM pour les use cases GenAI, modèle hébergé. Donc ça veut dire qu'on accepte sur cet environnement, donc peut-être pas pouvoir accéder à toutes les données, mais par contre on ouvre un pan fonctionnel hyper intéressant. Et donc on a choisi de redéployer vraiment ISO, trait pour trait, la même plateforme. Donc on avait du S3 on-prem, on a pris du S3 sur AWS. On avait du Kubernetes, on a pris le KS sur AWS. On a reporté Spark, on a reporté Starburst. On a redéployé des nodes, on n'est pas passé sur du Fleet Manager, on a choisi de rester sur des nodes managés par la FDJ, comme ça on a pu mutualiser aussi les scripts de déploiement et avoir vraiment une logique de déploiement qui soit la même des deux côtés. Et en bout de chaîne, on se retrouve avec deux plateformes qui présentent une expérience utilisateur qui est complètement la même, c'est les mêmes outils, ça s'utilise de la même façon, donc on n'a pas à les former deux fois, mais
sur laquelle on va pouvoir choisir de travailler selon le type de données qu'on va vouloir manipuler et selon le type de fonctionnalité auquel on veut accéder. Et ça nous amène à la dernière question qui va se poser. On parle de mettre des données d'un côté ou de l'autre, on parle d'ouvrir un certain nombre de services. Évidemment, ça va poser des questions sur comment est-ce qu'on s'assure de sécuriser tout ça, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir le bon niveau de gouvernance aussi. Et donc ce challenge que j'ai résumé par cybersécurité, c'est un mot un peu bagage ici, dont tu peux peut-être nous dire 2-3 mots. Exactement. On a déjà un petit peu parlé avant, pardon, on a parlé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé le projet, séparer les activités concurrence au monopole, ce n'était pas le cas. Donc c'est arrivé un peu en cours, on va dire ça comme ça. Et donc effectivement, il a fallu qu'on monte en 2 systèmes complètement séparés pour la partie concurrence et pour la partie monopole, mais avec toujours des principes de gouvernance unifiés, des principes de déploiement unifiés. Voilà. Des contraintes fortes de sécurité, parce que vous imaginez bien que, je vous le souhaite, mais si demain vous gagnez 250 millions à l'euro million, bah, vous ne voulez pas que votre nom paraisse dans la presse, hein, j'imagine. Donc on va avoir des mécanismes de sécurisation assez importants et des contraintes assez fortes, des exigences de sécurité. Donc à la fois pour contrôler nos données, mais aussi pour contrôler tous les déploiements qui vont être faits. Donc là on contrôle les images Docker. On est sur un déploiement de on en a un peu parlé avant, mais de toute notre stack de façon automatisée, via des chaînes CI/CD et via des scripts Ansible et Terraform, un peu comme ce qui a été présenté aussi par Canal+, donc ça tombe bien, ça se rejoint. Et puis on a une obligation assez forte de tracer tout ce qui se passe, donc vraiment d'auditer les actions qui sont faites par nos utilisateurs. Donc on en a des logs qui sont générés pour pouvoir savoir ce qui est fait sur nos différents outils, nos différentes plateformes, dont Dataiku. Et puis on est capable également d'avoir un usage, de monitorer un peu tous les usages de nos plateformes, qu'elles soient sur Cube, on-prem, on-cloud, sur Dataiku, etc. Avec, ça on peut passer rapidement, mais avec des systèmes de sécurisation, avec des matrices de sécurité qui sont déployées, qui sont toujours un peu complexes à gérer, mais qui permettent justement de simplifier l'accès pour les utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur ne se pose pas trop la question, il est positionné dans un groupe et il hérite de manière naturelle de tous les droits sur les outils et sur les plateformes. Matrice bien pratique, mais bien complexe à implémenter. C'est clair. On avait un modèle de droit qui était extrêmement large, et ça pose aussi des questions sur comment on implémente tout ça dans Dataiku. Et justement, dans la façon d'implémenter tout ça, là, on a vraiment pris le parti pris d'utiliser la capacité de Dataiku à être étendue dans ses fonctionnalités. Dataiku, on le sait, c'est une plateforme, si on veut l'utiliser telle qu'elle, standalone, ça marchera très bien. Mais si on veut étendre certaines fonctionnalités, ça sera toujours possible. Et on est vraiment parti de là dès le départ, donc dès la façon d'installer le produit. On a repris les scripts de déploiement de l'éditeur, qu'on a complété, on a forqué, on a rajouté un certain nombre d'éléments dedans pour assurer le setup de tous les composants nécessaires au vu des prérequis dont on vient de parler, et pas juste le setup de Dataiku en lui-même. On a forqué de la même façon la façon de construire les images Docker pour le déploiement sur Kubernetes, parce qu'on a besoin d'utiliser des packages dont les versions ont été tamponnées, validées par la Sécu de la FDJ, et ça pose plein de questions. Donc il faut être capable de générer des images Docker custom. Et tout ça, on l'a embarqué dans l'usine logicielle, comme tu le disais. 13 nodes à déployer, 13 nodes à maintenir ensuite sur lesquels faire des montées de version. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre de faire du manuel, sinon c'est beaucoup trop long. Donc il faut que tout ça soit automatisé. Approche clic bouton, on appelle les scripts et ça fait la totalité du setup. Et donc c'est ce qu'on a choisi de faire. Et donc on a fait ça pour l'installation, mais aussi pour le paramétrage de Dataiku en lui-même ensuite. Donc j'avais dit rapidement tout à l'heure, on a construit un projet admin, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qui est plutôt une bonne pratique. Eh bien, ce projet, en fait, dès le lancement d'un nouveau node Dataiku, il opère aussi des actions de paramétrage. Ça peut être des actions dues à justement la matrice de sécurité. Il y a des choses à aller configurer au niveau des profils utilisateurs pour que ça puisse fonctionner. Le lien avec le scheme, ça peut être des variables d'environnement à setup, etc. Mais on a ce projet qui est lancé automatiquement et qui fait la fin du paramétrage, de telle sorte qu'il n'y a vraiment aucune action manuelle dans le déploiement d'un node Dataiku. On a développé aussi certains assets, des plugins qui nous permettent, notamment pour le lien avec Starburst. Et puis, une des choses qui fait que tout ça, ça a fonctionné, c'est qu'on a monté une cellule de co-construction avec l'éditeur, donc avec Dataiku directement. On a un weekly, toutes les semaines. On bosse avec les équipes de Dataiku, les ingés de Dataiku, qui viennent nous aider, nous challenger sur ce qu'on est en train de faire, valider que c'est, même si on fait du custom, que c'est aligné avec la philosophie quand même du produit, et que finalement, on est en train de construire ensemble une plateforme qui fait sens au regard des contraintes de la FDJ. Donc, ça fait 1 an qu'on est dessus. Ça commence à pas mal tourner. 1 an après, qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, tout le monde est
très satisfait de cette plateforme-là. Donc on a vraiment une plateforme, oui, ça s'est plutôt très bien passé avec Dataiku et Lydia. Aujourd'hui, on a déjà déployé la plateforme à 3 équipes métiers, donc les équipes marketing, les équipes de la fraude. Et puis, j'ai oublié la dernière équipe. S'ils sont dans la salle, qui se manifestent. Commercial, oui, merci. Heureusement qu'il y a Pascal. On a migré également tous les cas d'usage qu'on avait sur notre plateforme Hadoop. Donc on a décommissionné la plateforme Hadoop, donc en une trentaine de cas d'usage qui étaient sur cette plateforme Hadoop, qu'on a migré sur la plateforme Dataiku, avec tous les solutions que vous avez vues avant. On a aussi déployé des nouveaux projets, puisqu'on a ouvert la plateforme fin de l'année dernière, et donc les équipes métiers ont commencé à travailler sur un certain nombre de nouveaux cas d'usage qu'on a déployés cette année. Donc on a des cas d'usage qui sont des nouveaux cas d'usage en plus de ce qui était sur Hadoop qui ont été déployés. On a une accélération forte aussi, on a déjà une trentaine de cas d'usage qui sont en cours de préparation sur cette plateforme Dataiku, et on va embarquer également les prochaines équipes pour un déploiement plus complet au niveau de l'entreprise. Voilà, donc on est vraiment très satisfait de cette plateforme-là. On a décommissionné donc la plateforme Hadoop au mois d'août, je disais, et on a déployé également au mois de juillet la plateforme AWS. Voilà. Donc on est en train de développer un certain nombre de cas d'usage sur la partie IA générative, des cas d'usage pour aider nos joueurs, les protéger un peu de risques du jeu excessif, et puis pour également faire tout un tas d'optimisation, d'hyper-personnalisation sur les aspects marketing. Voilà. Merci.